Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous allons analyser 2 épisodes de Raw et de SmackDown. Et avec moi pour cet exercice, j'ai l'ami Giscal. C'est Giscal. Salut Yerem, salut tout le monde. Écoute, il n'y a pas de raison, la WWE use et abuse de cette règle de la wildcard. Du coup, on fait la même chose pour la deuxième semaine consécutive. Nous aussi, on mélange Raw et SmackDown. Et du coup, nous allons analyser les 2 shows en regroupant, en regroupant ce qui s'est passé à la fois du côté rouge et du côté bleu, parce que finalement, il y a eu pas mal de choses en commun, peut-être trop. Ça va être un petit peu sans doute le débat qui va suivre notre analyse. Raw avait lieu le 3 juin, SmackDown avait lieu le 4 juin. Nous étions quelque part aux États-Unis. Ah oui, on en est là. Bon, tu me diras, je sais pas non plus où on était. En tout cas, on était loin de l'Arabie Saoudite. Très loin. Très très loin, mais pourtant il fallait booker le show vers comme les billets qui vont pleuvoir, sur la tête de Vince McMahon, qui ont déjà plu d'ailleurs, je pense, sur la tête de Vince. Justement, parlant de Vince, parlons de son fils, Shane McMahon. Shane McMahon qui est au four et au moulin, à Raw et à SmackDown, puisqu'il est venu interrompre le Big Dog, Roman Reigns, qui faisait l'introduction, l'ouverture du show rouge, qui n'a finalement pas eu le temps de dire quoi que ce soit avant que le fils de patron ne vienne l'emmerder. Il nous explique qu'il va battre tout simplement Roman Reigns au Super Showdown. C'est le match qui est annoncé justement en Arabie Saoudite. Reigns accuse Shane de se cacher derrière Drew McIntyre. C'est ça. Et d'ailleurs, on nous apprend au passage que les deux, l'Écossais et le Big Dog se retrouveront dans un nouveau pay-per-view qui s'appelle Stomping Grounds. Alors, j'ai dû vivre dans une cave, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il mentionnait ce pay-per-view. Écoute, il y a eu des mentions un peu disséminées, mais ils en ont pas trop parlé encore, donc c'est vrai que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais on essaye un peu une fois de plus de booker plusieurs pay-per-view aussi à la fois. On a mis un petit peu en pause certaines grosses rivalités. Celle qui est pas en pause, c'est celle qui oppose Shane à Roman Reigns. McIntyre, lui, donc, alors c'est bizarre cette dynamique entre McIntyre et Shane O'Mac. McIntyre dit que McMahon, le best in the world, va botter le cul de Roman Reigns, et que lui fera la même chose justement lors du prochain pay-per-view. Donc les deux s'approchent et The Revival attaque de façon très sournoise Roman Reigns, donc les deux nouveaux mignons de Shane O'Mac. Gros beatdown, les frangins Uso débarquent pour faire le save, et on a donc un match qui est booké entre Roman Reigns et les Uso contre Drew McIntyre et The Revival sous le bon regard de Shane O'Mac. Le match se termine par McIntyre qui place le Claymore Kick sur Jay après s'être débarrassé de Roman Reigns à l'extérieur, qui voulait s'en prendre à Shane O'Mac. Donc victoire des méchants sur les gentils. Ça, c'était du côté de Raw. Du côté de SmackDown, on a retrouvé une fois de plus le Big Dog. C'était un petit peu plus tard dans l'émission, quand Shane O'Mac est venu emmerder une fois de plus Roman Reigns. Avec le Revival d'ailleurs. Avec le Revival, effectivement. Wildcard Rules. Je sais même plus qu'est-ce qu'ils sont allés l'emmerder encore, Roman Reigns. Bon, écoute, juste ça se gargarisait de la victoire à Raw, Revival qui était. Il y a une histoire de coucougnettes qui a battu les Usos et d'avoir aidé un petit peu à affaiblir Reigns pour Shane O'Mac. Donc du coup,
Voilà, Shane, pareil, qui se vante d'avoir cogné sur Roman Reigns le lundi et qu'il allait, le transformer en petit. Enfin, que c'était. Il avait cassé. Alors, il faisait des jeux de mots sur les chiens, les chiots. Et que voilà, il avait dompté ou un peu dressé le méchant chien Arrow et qu'il allait le transformer en petit puppy, en petit chiot là. À Super Showdown. Donc du coup, Reigns finit par arriver, et puis c'est la bataille générale. Effectivement, c'est la bataille. Et ça se termine comme ça, du coup. Bon, bah voilà, Shane O'Mac qui veut transformer le Big Dog en petit toutou. Et pour ça, ben, il use et abuse du temps d'antenne, du côté du show rouge, du côté du show bleu. Bon, ça s'entend peut-être à ma voix, mais ça m'exaspère. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Non, moi aussi, ça me fait chier. Mais en fait, ça me gonfle plus parce que c'est une critique qu'on aura peut-être de manière plus globale tout au long de notre review, mais c'est cette wildcard rule là qui m'agace, et en fait le fait de voir la même chose 2 soirs de suite, en fait, constamment. Shane qui vient faire son blabla, il le fait très bien, hein, mais il le fait, c'est tout le temps la même chose. Et puis Roman Reigns qui arrive et puis qui Arrow qui enfin, voilà, il fait sa petite promo, et puis du coup les Revival, Drew McIntyre, enfin bref, toujours les mêmes acteurs dans les mêmes segments, quoi, 2 soirs de suite, et ça fait 3 semaines de suite. Donc c'est plus ça en fait qui est un peu gonflant, quoi, parce qu'après en soi, écoute, l'histoire, pourquoi pas. Moi j'apprécie plutôt le fait que Roman Reigns soit toujours, on va dire, conservé dans le bas de la carte par ce biais-là, parce que voilà, depuis son retour, je trouve que c'est plutôt intelligent ce qu'ils font de voilà, tranquillement, il reprend le rythme, il l'expose pas trop, ils le font enchaîner Drew McIntyre, puis Elias, puis Shane McMahon. Tu sens que voilà, il y a une volonté quand même de pas trop le propulser trop pour qu'il ait des prétentions trop vite, trop. Donc ça, là, c'est le seul point positif, mais voilà, moi, c'est ce qui me gonfle, c'est la répétition sans cesse, et cette règle qui fait que Roman Reigns, star de SmackDown, ouvre le show rouge, et que ça, c'est pas normal, quoi. Mais bon. Ouais, c'est comme tu dis, c'est pas normal, et c'est vrai que ce qui est chiant, c'est d'avoir enfin, c'est même pas une impression, on voit vraiment la même chose, Ah bah oui. sur les 2 shows, et ça nous rappelle les heures sombres, où SmackDown n'était qu'un replay, de ce qui se passait à C'est un peu ce qui se passe, hein. C'est des Raw, quoi. récaps de ce qui s'est passé la veille, et on continue les angles, et puis du coup, à côté de ça, où sont passés enfin, on en parlera après dans les différents segments, mais où sont passés Rusev, Nakamura, Aleister Black, Buddy Murphy, je sais pas, Aleister Shelton Black, moi, je peux Benjamin. te dire, je peux le Oui, dire où il est. oui. Il est dans sa cave. Il est dans sa Parlons-en. cave, ouais, Alors, c'est vrai. attends, Parlons-en, tiens, allez, qu'est-ce que il est dans c'est que sa cette cave. connerie là aussi? Excusez-moi, hein, je suis un petit peu touché dans mon âme par ce qui se passe en ce moment à la WWE, mais le mec, Aleister Black, il est dans sa cave, il est face caméra, il nous explique, avec sa voix comme ça, là, il explique. J'ai lancé un défi, un open challenge la semaine dernière, et personne n'a répondu, et ce n'est pas cool. J'ai attendu. Écoute. Pourtant, c'est pas difficile de me trouver, bordel. Il y a mon nom sur la porte. Et là, t'es là. Alors, comment on va faire? Parce que moi, j'attends. Je vous attends. Venez me chercher. Et je suis là, mais mec, on est OK. En fait, un open challenge, déjà, c'est pas dans ta cave, hein, un open challenge à la WWE. Tu montes sur le ring et tu es face au Titantron et tu as un open challenge. T'es pas là à te planquer en disant pourquoi personne vient me chercher des noises. Enfin, quelle est la logique de tout ça? Et le mec, c'est délire, on avait l'impression que c'était. En plus, il avait un côté très Bray Wyatt, dont on va parler juste après. Je vais faire des super transitions. Il y a un côté Bray Wyatt où il faisait des sourires comme ça tout en étant très sérieux tout d'un coup. Enfin, on a l'impression qu'il est là à recevoir. Il est dans sa cave à recevoir les restants de promo de Bray Wyatt, et enfin, ils sont en train de tuer un peu ce personnage-là qui attend seul dans sa cave. Il va mourir tout seul, ce mec. Ouais, je sais pas. Mais enfin, voilà, c'est pas le seul dans ce cas-là. Je comprends pas.
je comprends pas trop ce qu'ils essayent d'accomplir en fait avec cette. Enfin, si, je comprends, mais en tout cas, c'est pas du tout la bonne solution pour moi, hein, cette sorte de wildcard rule, parce que justement, ils ont un roster de plus de 50 catcheurs super talentueux et il y en a plein qu'on voit plus là depuis 2 mois en fait. Enfin, depuis 1 mois et demi, ouais, je sais pas. La façon, c'est simple, la meilleure façon d'être vu, c'est de faire partie de la 24/7 squad. Oui, absolument. Puisque c'est un peu toujours les mêmes d'ailleurs. J'ai entendu dans un podcast Going in Raw où ils avaient fait le décompte parce que finalement quand la wildcard rule elle a bon dos, mais quand t'as 10 gars de Raw qui débarquent pour chasser R-Truth, en fait on explose les compteurs. Du coup, R-Truth, je sais plus si on l'a vu à Raw et SmackDown, mais Si, on l'a vu à Raw, c'était assez drôle. Raw c'était avec Cesaro, c'était la séquence avec Cesaro. Ouais, parce qu'il est sorti, il était collé à une table sous le ring. Donc ça, c'était. Cesaro, donc dans son 3e match face à Ricochet. Son best of 3. Ouais, son best of 3. Malheureusement, c'est pas lui qui a pris le dessus. Non. Puisque c'est bel et bien. Ouais, très surprenant. C'est bien Ricochet. Peut-être celui qui s'en tire le mieux pour l'instant des 4 qui avaient été montés il y a quelques mois en panic mode de NXT. C'est ça. Puisqu'il remporte cette 3e manche dans un gros match, une fois de plus. Les deux hommes ont déjà démontré leur qualité technique. Et effectivement, c'est là où Cesaro, à un moment donné, veut sortir des outils dessous le ring. Et quand il sort une table, on a tout simplement R-Truth qui était ligoté, attaché, ou en tout cas plaqué contre la table, puisque il essaye de se cacher, quoi. Il essaye de se cacher. Et du coup, c'était très très drôle. Moi, j'étais mort de rire. Ouais, avec la tête qu'il faisait quand il était toujours sur la table là et que Cesaro sort la table. C'est marrant. Et il finit par se sauver. Je crois que là, tout le monde arrive. Oui, il y a toute la troupe qui arrive. La troupe qui pourchasse et de Ben Hill. Termine là. Oui, voilà. Faudrait mettre la musique de Ben Hill à chaque fois. Ah ouais, on se souvient de notre séquence Jobber's World. Je crois qu'on avait 3 ans d'avance là. C'est ça, exactement. On 3 ans d'avance. Bien faire à l'époque. C'est là où Carmella a placé un gros super kick dans la gueule du GM de 205, Drake Maverick. Ouais, je pense que c'est là où c'était vendredi. Je pense que en tout cas vendredi, mardi. En tout cas, SmackDown c'est très drôle aussi puisqu'il avait une séquence où il était backstage et il explique qu'il a appelé Shane O'Mac pour essayer d'obtenir un petit peu de protection, enfin dire qu'il se sent un petit peu, il se sent un petit peu la proie et a raison de tout le roster de la WWE et en fait il a utilisé le téléphone de Carmella, donc quand Shane il rappelle Carmella, elle est là, mais attends, puis elle lui passe le téléphone et il lui fait ah oui, allô, qui c'est, alors qu'elle lui vient juste de lui dire que c'était Shane O'Mac. Et Shane O'Mac lui explique que ce soir il aura un match officiel contre Elias, un des autres sbires de Shane O'Mac, et que du coup c'est en dehors un petit peu de la règle de 24/7. Sauf qu'en plus, c'était un Lumberjack match à SmackDown. C'était un Lumberjack match. C'est ça. On a pu voir effectivement là le défilé un petit peu de tous les mecs de la 24/7 squad. Un match d'ailleurs qui était, je trouvais un petit peu décevant parce qu'il était assez expédié, remporté d'un coup de genou par Elias. Ouais. Coup de genou, hop, tombé, compte 2-3. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de... Ils auraient pu en profiter pour faire une petite défense de titre un peu sympa, quoi. Ouais, un peu sympa, voilà, de 5 minutes, toi, un peu overbooké. C'était un petit peu expédié parce que c'était pas ça qui était l'intérêt de l'histoire. L'intérêt de l'histoire, c'est que une fois que Elias a récupéré le titre, la règle de 24/7 se renclenche. Et du coup, évidemment, tu as tous les Lumberjackmen qui se ruent dessus, sauf qu'ils sont tous très cons, ils finissent tous par se taper dessus les uns les autres, à en oublier Elias qui va se cacher après être tombé nez à nez en rampant sur R-Truth. C'est très drôle. Enfin, moi, ça m'a fait marrer. Ils se sont retrouvés sous le ring. Un arbitre les a suivis. On entend l'arbitre vaguement compter 1, 2, 3. Et qui c'est qui ressort ? C'est R-Truth qui a refait le tomber sur Elias et qui repart en courant. Donc R-Truth, il est quoi ? 4 fois, 5 fois champion ? Déjà triple ou... Ah ouais, tant que ça ? Ah oui.
Ah oui, non, t'as peut-être raison. Ouais, non, Oui, 4 parce qu'il fois, a je pense, perdu le 4 fois. titre 2 fois contre Elias et une fois contre Jinder Mahal. Je vous Sur un invite à terrain de regarder golf, ouais, c'est sur vrai. un terrain de golf sur Ouais, internet. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc T'as il a raison. repris le titre 3 fois, donc il est 4 fois. Il a défendu plusieurs fois son titre, mais il l'a gagné 4 fois. Et c'est quand même, c'est un C'est petit quand même peu pas rien. c'est pas rien. Et puis c'est un petit peu notre bonbon là, un petit peu la lueur d'espoir Ah, il nous dans reste ce que ça. marasme Hein. ambiant quoi. Ouais, il nous Ouais. reste que ça. C'est triste un petit peu. C'est drôle et c'est Mm. triste à la fois. Ouais, Bon, écoute, dans le Jobber Wars, on peut rapidement placer cet affrontement de Golgoth, bras de fer, Arrow, Ah oui, ah oui, oui, hein, très entre sympa. Braun Strowman et Bobby Lashley, puisqu'il y avait un affrontement de bras de fer qui est remporté par Braun Strowman. Et après, je crois que Bobby Lashley n'est pas content d'avoir perdu Oh non. et qui lui lance la poudre qu'on met, le talc qu'on met pour ce genre de pour pardon, Pour les compétitions les comme ça. compétitions de bras de fer. Et ça se termine un petit peu en Et brawl, je avec un petit crois. power slam, Voilà. de Bobby Lashley sur Braun Strowman donc Bobby Lashley prend un maximum de momentum avant leur confrontation de vendredi. Ouais, c'était un peu triste aussi, ça. Hein. Ouais, écoute, c'est du remplissage, c'est segment assez old school, hein, cette compétition de bras de fer, hein, déjà vu et revu, souvent avec les gros Fort hein, de la les gros hommes WWE. forts de la WWE. Marc Henry en a fait un paquet, Big Show en a fait un paquet. Vas-y, que je te soulève de la fonte, que je tape dans Voilà, des c'est ça. punching balls de fête foraine. Donc voilà, écoute, bras de fer, ça n'a pas pris trop de temps, donc moi j'ai envie de dire, allez, pourquoi pas, c'était toujours mieux que un match bizarre qui se finit en disqualification, un truc comme ça. À la limite, ça avait le mérite d'être un tout petit peu plus divertissant. Ouais. Enfin, de mon côté en tout cas. Mais voilà, par contre, c'est pas Ça, un match que j'attends avec grande impatience, c'est sûr. oh non, non, effectivement. C'est ça le pire, c'est-à-dire que on en est à se dire que ça va finalement. Ça va, quoi. C'est pas le Ouais. pire parce que c'est sans dommage en fait. C'est sans Oui, voilà. dommage. On est loin des gros problèmes qui occupent notamment Seth Rollins et son championnat universel. Et oui. Et cette histoire de mallette, on avait bien rigolé la semaine dernière avec Brock Lesnar et son Beastbox. C'était peut-être un peu moins drôle cette semaine, Mhm. puisque il est redevenu un petit peu sérieux maintenant qu'il a compris qu'il pouvait cacher sa mallette quand il voulait pendant un an. Il va s'amuser avec ça, même si effectivement il a annoncé, on nous annonce au début de l'épisode de Raw, on nous annonce que c'est ce soir hein, Et que oui. la bête va cacher. On a donc il arrive, on a des petites séquences backstage comme ça, on voit Brock Lesnar arriver accompagné de Paul Heyman, notamment pendant la séquence du Miz TV, Miz qui a un petit peu oublié cette histoire avec Shane O'Mac, hein, ce qui est complètement Oui. fou. En fait, cette feud a été perdue par le babyface et on est passé à autre chose assez Oui, rapidement. d'autant qu'en plus, on avait un peu le sentiment que Drew McIntyre peut-être était aussi un petit peu en bisbille avec le Miz, mais ça a été complètement drop ce truc, comme plein de choses de toute façon. J'imagine, toi, imagine une équipe de baseball, tout alignée, ils prennent tous la balle, puis ils la lâchent tous par terre en même temps. Et t'as un petit peu la vision de l'équipe créa de la WWE en ce moment, quoi. On sait un petit peu que c'est un petit peu tendu backstage avec toutes ces révélations d'anciens employés. Donc on drop the ball, comme tu dis. Mais bon, Miss TV est de retour avec Et donc, un invité prestigieux quand même. Hein. Seth Rollins, c'est pas rien, bordel. Mm. Donc il parle évidemment de la possibilité que Brock Lesnar vienne cacher son Money in the Bank et que du coup ça changerait un petit peu tous les plans hein, pour vendredi. ça oui. Mais Seth Rollins dit qu'il est focus parce que c'est un fighting champion et que un fighting champion il doit être focus et défendre son titre quoi qu'il arrive. Brock Lesnar et Paul Heyman débarquent en teasant le cash-in, mais finalement le cash-in n'aura pas lieu. Ah oui, alors ça c'était du coup plus loin dans l'émission, ça du coup. Plus loin dans l'émission, Oui, d'accord. oui. C'était parce qu'ils arrivent le Miss TV, donc c'était vraiment l'ouverture du show. On voit
Eman et Lesnar à arriver en voiture, là, bien focus. Brock Lesnar, il a plus sa petite mallette sur l'épaule, là. Tu sens que il est Oui, là ouais, pour, j'ai inversé, ouais, t'as raison. il est là pour en découdre. Et après, en effet, plus loin dans l'émission, Seth Rollins arrivera au micro parce que il en a un petit peu marre, là. Et c'est là où Et il appelle ça, ouais, vas-y. Brock Lesnar. Ouais, et ça, je veux dire, ça me saoule. En fait, la semaine dernière, ça a fait la même chose. Ouais, Seth Rollins, pareil. j'ai genre 3 fois, t'as l'impression d'être en mode dans une boucle. C'était la semaine dernière, Ouais. j'étais dans l'impression d'être dans une boucle où en fait, j'ai l'impression d'avoir 3 ouvertures de show, quoi. Seth Rollins qui est une première fois à Miss TV pour faire son discours, et puis après il revient, tu sais pas trop pourquoi, juste pour dire allez viens, Brock, cacher ta mallette. C'est vraiment bizarre le fait d'avoir un petit peu ces ces différentes promos, un peu d'ouverture du champion qui vient pour appeler le méchant à venir se mettre sur la tronche. Donc c'est assez bizarre la construction de ces épisodes. Ouais, c'est vrai Donc, que c'est un peu bizarre, mais tu sens que après, écoute, pourquoi pas je trouvais ça pas si mal, moi, parce que j'aime bien le côté Rollins qui dit bon allez, vas-y, genre cache, il y en a marre. Enfin, il veut s'en débarrasser. Tu sens que voilà, ça le pèse de savoir que Brock Lesnar est là avec sa mallette, donc il essaye de le provoquer pour dire vas-y, viens cacher ta mallette, on n'en parle plus comme ça et tout. Et, j'ai plutôt bien aimé, moi, ce qu'ils ont fait cette semaine avec Lesnar qui a joué un peu avec Seth Rollins comme un chat avec une souris, là. Il est tellement sûr de sa force qu'il est arrivé avec sa chaise, là. Il a démoli Seth Rollins, German suplex, coup de mallette dans la tronche, coup de chaise et tout machin. Donc, Seth Rollins était mort par terre, KO. Enfin, la ceinture lui tendait les bras. Et il a placé un low blow, petit Ouais, souvenir de ouais, WrestleMania. exactement. Et pour autant, Brock Lesnar n'a pas caché, comme il l'avait promis. Donc c'est vraiment, non seulement, voilà, il ment à tout le monde, c'est le heel, machin, mais en plus, c'est vraiment enfin, le mec, il est tellement sûr de lui. Là, voilà, Rollins était prêt à être cueilli comme Mais comme je un suis fruit d'accord bien avec mûr. toi. Autant ça me faisait un petit peu chier que Kofi Kingston soit un peu mis dans le mix il y a 1 ou 2 semaines. C'était un petit peu bancal, mais c'était sauvé par Lesnar qui était en mode j'en ai rien à foutre. C'était assez drôle. Mais j'aime bien, ça sert à rien. Arrêtez de vous prendre la tête en disant pourquoi il cache pas, pourquoi il cache pas. Je trouve ça plutôt bien. Enfin, l'historique entre les deux est suffisamment fort. Il a caché sur Brock Lesnar il y a quelques Oui, années. Il a battu Brock Lesnar à WrestleMania en lui faisant un putain de low blow. Donc évidemment, ouais, maintenant, Lesnar avec sa mallette, c'est lui qui est à nouveau en position de force. Et évidemment qu'il a envie de s'amuser avec sa qui va le proie. faire payer. C'est Ouais. un putain de prédateur. Le mec, il va pas tuer sa proie et la manger tout de suite. C'est pas ça, les prédateurs sadiques, Ouais. toi. Donc, au contraire, je trouve ça très intelligent de pas le faire cacher. Alors que même que Ah genre oui, bah moi déjà à la base, Paul Heyman oui, moi l'implore je de le trouvais ça faire. C'est hallucinant que ce soit annoncé à l'avance qu'il allait cacher ce soir. Moi j'y croyais pas 2 secondes, je dis c'est pas non, au possible. contraire. Et il lui fait Et- non, vendredi, je le ferai vendredi. ouais. Alors que oui, t'avais pas qui était mais vas-y, il est mort et tout. L'autre, il est en Ouais, sang et tu fais ouais, non. C'est génial. Enfin, ouais, une fois de plus, en termes de la psychologie du prédateur ultime, quoi, qui est là pour faire souffrir sa proie psychologiquement et physiquement. Et c'est lui qui décidera quand est-ce qu'il va c'est abattre ça. sa proie. Et ça lui colle Ouais. super bien. Ça le colle plus que des mecs dont la seule arme, c'est l'opportunisme, tu vois, Ah bah oui, oui, oui. Moi je qui trouve peuvent que justement ça profiter fait de la plaisir. mallette Ouais. pour prendre l'avantage sur un adversaire qui est plus fort. Là, non, Brock Lesnar, il estime et a raison qu'il est plus fort que Seth Rollins parce que Brock Lesnar est plus fort que Seth Rollins, il est plus fort que tout le monde. Donc Ouais. là, il s'en amuse. Et effectivement, cette séquence, elle était vraiment cool. On est à l'opposé de ce qui s'est passé il y a une semaine où il faisait le con et il s'amusait. Là, ça redevient sérieux et c'est En fait, j'aime bien parce plutôt que voilà, pas mal foutu. Ouais. c'est pour une fois, c'est pas. Enfin, après, c'est le seul qui a vraiment la stature actuellement pour jouer ce rôle, mais je trouve que et peut-être que je déborderai un petit peu sur l'analyse, enfin NXT qui arrivera peut-être un petit peu plus tard pour certains, mais de manière générale à la WWE et que ce soit la WWE ou dans le main roster, il y a pas de heels qui sont vraiment dominants
je trouve, dans leur façon, que ce soit dans l'écriture de leurs personnages ou dans leur psychologie. C'est quasiment systématiquement, il faut avoir recours à l'opportunisme et à la filouterie, qui sont des ressorts très efficaces et qui me plaisent, hein, mais qui sont généralement jamais associés avec vraiment une impression de domination et de puissance et d'assurance. C'est assez rare. Et en fait, Brock Lesnar, lui, voilà, il est dans ce registre, il est complètement à part parce que c'est un mec qui il a pas besoin, en fait. C'est pour ça que je trouve que d'ailleurs lui filer la mallette, c'est vraiment génial parce que c'est le mec qui a le moins besoin du monde de la mallette. Il a pas besoin de tricher, ce gars-là, il est tellement fort. Et pourtant, c'est tellement un connard super balèze qu'il est capable. Enfin, du coup, il peut jouer avec cet outil-là de manière psychologique. Je trouve beaucoup plus efficace que les autres. C'est assez paradoxal. Finalement, tu te dis que la mallette, ça va peut-être mieux à un tricheur qu'à Brock Lesnar. Finalement, je trouve que non. En fait, ça lui va. Enfin, je me demande même pourquoi on lui avait pas donné la Money in the Bank avant. Je trouve que c'est vraiment un truc qui lui sied à merveille parce que j'ai tellement envie de haïr un gars comme ça qui en plus a la mallette que ça marche vraiment bien. En tout cas, voilà. Moi, je trouve que c'est un des points positifs de ce marasme ambiant. C'est, on va dire, la nouvelle gestion du personnage de Lesnar qui, je trouve, est vraiment détestable au possible et en même temps, et tout en étant ultra menaçant où tu te dis, voilà, ça va payer à un moment, quoi. Donc j'aime assez. Bah écoute, en tout cas, je sais pas si Becky pense la même chose, puisqu'elle accompagne Seth jusque dans l'ambulance. Elle lui fait un petit bisou, hein, ça y est, la WWE. C'est official, hein. Ah oui, c'est officiel, le couple royal, le couple princier de la WWE apparaît à l'écran, à suivre dans la prochaine saison de comment ça s'appelle déjà? Total Diva, je sais pas. Ah merci. Non. Allez, oui, je pensais à ça, Total Diva, effectivement. Tu pensais à ça? Ouais. Évidemment, les couples sont à l'honneur à Total Diva. Ah oui, bah oui. Rusev et Lana hier et demain Becky et Seth. Et voilà. Bon, justement en parlant de force dominante, on ne sait pas si ça va être une force dominante, mais en tout cas, il nous fait bien marrer ce Bray Wyatt cette semaine particulièrement, puisqu'un nouvel épisode de la Firefly Funhouse est projeté et ils sont réussis à aller encore plus loin dans le délire et la mise en abîme, puisque Bray nous parle de fitness, de remise en forme, d'exercice, et qu'il a une nouvelle marionnette qui l'accompagne, un gros cochon qui mange du chocolat, qui s'appelle Ushus. Donc un subtil mot valise entre voilà Husky Harris, son premier avatar, hein, à Bray Wyatt à l'époque de la Nexus justement. Donc quand tu mets Husky Harris avec Nexus, ça fait Ushus. Et ouais. Donc il lui dit oh, voilà, t'es gros, voilà, t'as des problèmes de poids et tout, donc il se moque de son ancien avatar. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre et t'as une poupée démoniaque, évidemment, qui a les traits de Vince McMahon avec des petites cornes qui débarquent. Et ça rappelle à Bray Wyatt cette période sombre où Vince l'appelait fat, quoi, l'appelait lui disait qu'il était gros, quoi, hein, la grossophobie, et que c'était pas bien. Et du coup, pour combattre ça, il n'y a qu'une solution, c'est un peu de fitness. Et là, on rentre dans un délire assez puissant, puisqu'on a droit à un clip de remise en forme proposé par votre coach du jour, Bray Wyatt, qui nous fait la danse de Muscle Man Dance. Donc voilà, il faut bien tendre les muscles. Avec un montage vidéo mais complètement barré, les mecs sont sous extase totale. Ah ouais, musique 80, 70 et Tutu You2 et puis des effets spéciaux psychédéliques et stromboscopiques. Et tout là. Ah ouais, les marionnettes qui apparaissent à droite, à gauche. Et voilà. Et ça part en couille. Il y a même le lapin qui fait du synthé avec ses lunettes. Rambling Rabbit. Rambling Rabbit qui fait un solo sur du synthé. Ouais. Ça a l'air compliqué en ce moment chez les scénaristes, mais un petit peu de drogue et tout va mieux. C'est voilà, tout simplement, comme quoi un petit cacheton et ça repart. Hein. Ouais, il y avait les mecs étaient bien chargés là, je pense quand ils ont écrit ça.
Écoute, écoute, pourquoi pas. Enfin, moi, j'étais mort de rire pendant tout le segment. Je trouvais que c'était clairement. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur épisode. C'est un peu kiff-kiff avec l'épisode de la révélation de son autre face sombre que j'ai trouvé vraiment dingue cet épisode. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'était à égalité, on va dire. Je sais pas. Et en tout cas, il est en train de se créer un univers absolument dingue et complètement unique. Il est en train de se créer un personnage complètement inédit. Moi, je crois beaucoup dans ce qu'il fait. Je pense que ça a un potentiel de schizophrénie à la fois comique et en même temps ultra sérieux, un très gros potentiel. Donc, à voir comment maintenant, ce qui va être très dur, c'est de retranscrire tout ce qu'ils font en enregistré, peaufiné, monté, tout ça dans le ring en live. Ça va être forcément plus compliqué. Mais bon, s'il y en a un qui peut le faire et qui se donne vraiment à 2000% dans ses avatars, ses différents avatars, c'est bien Bray Wyatt. Donc je me dis, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est clairement un des rayons de soleil en ce moment. Tu vois, ça me fait penser un peu à la Fashion Police fut un temps. C'est vraiment la Firefly Funhouse. Là, c'est un des trucs que j'attends avec impatience dans l'océan d'ennui là, des 3 heures d'Euro. C'est mon petit oasis, ma petite île où je viens me reposer. Mais écoute, ouais, je pense que tu peux être un locataire permanent de la Firefly Funhouse. Yowie wowie! Et quand Vince McMahon apparaît, il le fait. Yay, why Justement, je parlais de Becky Lynch qui accompagnait Seth Rollins dans l'ambulance. Becky Lynch est également là à Raw. Elle est contente, mais c'est un problème parce qu'elle ne peut pas se contenter d'être championne. Il faut se battre, continuer d'être une battante. Donc, elle interpelle Lacey Evans qui débarque. Lacey Evans qui ne se démonte pas malgré les moqueries de Becky Lynch, les provocations de Becky Lynch. Lacey Evans dit qu'elle va prendre le titre de championne d'Euro à Becky, et donc Becky va devenir Becky Zero Belt ou No Belt. Oui, Becky, je sais plus, ouais. Charlotte débarque également, puisque je crois que Lacey Evans balance une pique sur Charlotte, je crois. Je sais plus si c'est ça qui invoque Charlotte. Ça me fait toujours marrer. Genre, tu balances une pique sur quelqu'un, t'as les gens qui sont derrière, genre, je te préviens, hein, s'il dit mon un nom, truc sur moi, j'y vais. Prépare là, ton générique, hein, prépare ma musique d'entrée, parce que je suis chaud. Ouais. Ah, il a dit mon nom. Elle a eu de la chance qu'il reste à Raw une wildcard rule, à SmackDown une wildcard rule pour pouvoir venir, parce que sinon elle était coincée. Mais je pense que tout le roster de SmackDown est là et que les mecs sont taqués, genre, allez, il reste un slot. C'est pour moi. C'est pour moi. Dites mon nom. Charlotte, ouais. Donc Charlotte débarque avec sa belle robe. D'ailleurs, elle se fait moquer de son peignoir est moqué par Lacey Evans, qui explique, voilà, c'est la fille de son papa, blablabla. Charlotte fait valoir son palmarès, t'as raison, hein, quand même. Ah oui, quand même. 9 titres de championne à son actif, et c'est pas fini. Elle promet même tout simplement de battre le record de son père, on en est là. Tout simplement, on en est là, voilà. Voilà. Elle pose ses couilles sur la table, on verra plus tard que c'est pas la seule qui parle de couilles dans cet épisode de Raw. C'est une mauvaise transition parce que j'ai pas fini encore. Oui. Je pose cette transition un peu plus tard, je la pose dans le sac à main de Stéphanie, je la reprendrai un petit peu plus tard. Et du coup, c'est un peu le bordel. Et du coup, les filles, Charlotte et Lacey Evans, il y a un match entre les deux, hein, pour savoir laquelle des deux blondes est la plus forte. Hein, et d'ailleurs, elle a dit à Becky, ne me confonds pas avec l'autre blonde, la Charlotte. Je suis peut-être blonde, mais je suis pas la même. Bagarre entre Charlotte et Lacey Evans. À la fin, il y a une espèce de running high cross qui est dégueulasse. Et Becky en plus intervient, elle attaque Charlotte pour la DQ, et donc Charlotte bat Lacey Evans dans un match de plus de 10 minutes, et on retrouvera Charlotte un petit peu plus tard. Juste là, on va rester sur Raw. Qu'est-ce que tu as pensé de on va dire du côté Raw de la division féminine? Il y a du bon et du moins bon là-dedans. Il y a des trucs qui me font chier. En fait, c'est le fait que Charlotte soit là.
Et en même temps, j'ai bien aimé les échanges qu'il y a eu parce que Lacey Evans me plaît de plus en plus. Elle tient vraiment très très bien son personnage, je trouve. Alors la promo faisait peut-être un peu réciter par moment. Tu sentais que elle se coupait pas trop la parole, hein. C'était vraiment voilà, t'as fini ta pique. Bon bah maintenant je vais dire la mienne et puis maintenant toi tu vas dire la tienne et tout. Donc c'était bon, ça manquait peut-être un tout petit peu d'un côté organique, mais bon, j'aime quand même pas mal le travail que fait Lacey Evans. Charlotte est toujours aussi efficace. Becky Lynch, pareil. Donc bon, on va dire que les trois personnages me plaisent bien. Le match était pas trop mal. Il était plutôt correct même, j'ai envie de dire. Lacey Evans continue de progresser. Ça m'a plutôt plu. Ce qui me fait chier en fait, c'est, enfin, j'aimerais que Charlotte en fait ne soit plus dans l'histoire parce que toujours la même chose, quoi. Wildcard Rule, mon cul. J'aimerais bien voir Lacey Evans, justement, prendre Un pleinement petit son peu, hein. envol et développer son programme avec Becky Lynch sans que on ait besoin de rajouter Charlotte. Charlotte a déjà quelque chose qui se passe à SmackDown avec Bayley. Ça suffit. Enfin, c'est pas nécessaire de rajouter Charlotte. Lacey Evans, je pense, est tout à fait les épaules pour gérer ses promos toute seule et commencer un vrai programme qui peut lui permettre de progresser avec Becky Lynch. Il y a d'autres filles en plus à Raw qui potentiellement pourraient venir chercher des noises. Donc en fait, j'aimerais qu'on passe à autre chose une bonne fois pour toutes. Je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce que Charlotte continue de venir dans Je cette suis, affaire. je suis d'accord avec toi. C'est un. Bah, toi, on en parlait tout à l'heure avec Roman Reigns et Shane O'Mac, mais là, c'est un problème un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on a la même histoire qui occupe les deux shows. Là, effectivement, on est dans un second souci causé par cette Petite histoire de variante. wildcard, une petite variante, comme tu dis, où en fait, de par le fait qu'on veut apporter du star power à droite et à gauche, on ralentit l'éclosion de certains catcheurs ou catcheuses Ouais. parce qu'on s'oblige, pour une raison purement de ratings, quoi, j'imagine, toi, d'apporter du star J'imagine, oui, power. oui. La présence de Charlotte ici, elle n'aurait pas été là, ça n'aurait rien changé par C'était rapport pareil. ça Ouais. marchait tout aussi bien, mais on nommait Charlotte qui, effectivement, comme tu dis, avait un autre programme à SmackDown qui a occupé une catcheuse de Raw qui était tout Et simplement. oui, donc ça, pareil, on va en parler. C'est Je trouve fou. ça incroyable. Ça, oui, ça, c'est un gros Ouais. bordel. Parce qu'on a une séquence backstage, mesdames et messieurs. On avait une séquence backstage où Nikki Cross se faisait un peu bully par les méchantes Iconics, d'ailleurs. Iconics, les reines les Kibuki Warriors, là, c'est pareil. Alors, on nous les fout dans le go-home show d'un pay-per-view où elles n'avaient pas de match. Et maintenant que tout ça est passé, on les voit plus. Enfin bref, elle se fait bully, Nikki Cross, mais elle se fait un petit peu sauver par Alexa Bliss, donc qui dévoile son côté un peu face, sympa, et l'autre elle lui dit ouais mais en fait t'es sympa, moi je t'aime bien, etc. Donc il y a tout un travail de heel qui finalement est sympa et gentil, qui est prise d'affection par une Ça me plaît bien. outcast, Nick Cross. Ça marche plutôt bien cette alchimie entre les La deux. dynamique est plutôt bonne. Ouais. Ouais, exactement. On va voir qu'à SmackDown, tout ça est un petit peu pété. Donc, on a un match du coup entre Nikki Cross qui va battre Peyton Royce. Ça, à la limite, ce match-là, on s'en fout. À part que Bliss intervient pour on beat down les Iconics. Et du coup, on retrouve tout Oui, ce parce qu'elle monde-là. avait un beau jean blanc qui a été tout taché de café. Oui, c'est ça. Elle avait sa tasse de café, elle restait aux abords du ring. C'est Et son nouveau truc. Ça. bah ouais, effectivement. Et tout ce beau monde-là, en tout cas, Alexa Bliss se retrouve à SmackDown, puisqu'il y a le Moment of Bliss, donc son émission phare. Elle est là pour interviewer Bayley, donc la championne de SmackDown, n'oubliez pas, la championne de SmackDown. Donc elle est contente parce que c'est la wildcard, donc elle peut aller où elle veut, même si c'est la wildcard, elle est mieux à Raw parce que c'est quand même la. Donc là, elle reprend son discours de heel parce que c'est son émission de heel. Elle dit que Raw c'est mieux que SmackDown, mais en fait tout le monde s'en fout un petit peu parce que les gens commencent à s'attacher, tu comprends, à Alexa Bliss. De toute façon, les gens adorent Alexa Bliss, donc la faire glisser vers le côté sympathique de la force, c'était plutôt bien amené, surtout avec Nikki Cross. Mais non, là c'est SmackDown, il faut une heel. Alors du coup, elle recite un petit peu son récital de heel. Donc,
lance un peu des pics à Bayley, parce que Bayley, voilà, elle s'est fait un peu rouler dessus pendant des années. Et du coup, Bayley dit ouais, mais non, mais moi, effectivement, je vais rendre ce titre de SmackDown, le rendre important, toi. Elle a quelque chose à prouver finalement. Je te dis, mais attends, non, Bah mais oui, oui. tout a changé. Et donc elle lui coupe un peu la parole, elle ramène tout à elle en fait, Alexa Bliss. Et Bayley, ça lui plaît pas, donc elle met une claque dans la tasse à café que Giscal a cité juste avant. Je sais pas si elle réussira à finir un de ses cafés, elle. Hein. Ouais. Donc, ouais. Moi-même, je ne finis pas mes cafés, mais c'est délibérément. C'est pas quelqu'un qui vient me Non, taper dans ah ma oui, tasse. C'est juste que j'aime non. pas le marc de café qu'il y a au fond. C'est un petit peu dégueulasse, je trouve. Carmela arrive en disant moi aussi, je suis une ancienne porteuse de mallette et ancienne Et championne championne. Ouais. de SmackDown. On a un point commun. Et si on faisait un match et là, Charlotte débarque, puisqu'il y a un match de First Contender qui est booké par Shane, je crois. Oui, absolument. En fait, elle vient informer tout le monde que du coup Shane lui a dit qu'il y aurait un First Contender match pour voir qui affrontera Bayley à Stomping Grounds. Et donc, du coup. Ce nom, ils ont remplacé Great Balls of Fire par Ouais. Stomping Grounds. Ils n'y arriveront jamais, je crois. Donc, c'est un petit peu en mode porte de saloon, hein, comme tu aimes. Ah, j'adore ça. Ouais, du coup, on aura un match un petit peu plus tard, un triple frite entre les trois, qui, ma foi, était plutôt bon. Oui. Carmella qui place un super kick sur Charlotte. On a Mandy, oh quel bordel, mon Dieu. Mandy et Sonya Deville qui devraient être plutôt occupés avec les histoires de division tag team, qui sont là pour regarder le match en tant que heel et du coup mettre un peu de pression sur tout le monde. Pas trop compris pourquoi ils étaient là. Ouais. Voilà, quand des heels viennent là regarder un match, c'est un petit peu pour mettre un peu la pression, dire nous on est là, toi, on est une menace, ne nous oubliez pas. Et puis elles interviennent, je crois, dans le match qui permet à Alexa Bliss de placer son DDT sur Carmella et donc de remporter, devenir first contender. Et Mandy Rose et Sonya Deville repartent, mais elles sont à la fois contentes et pas contentes. Bah ouais, forcément, parce que quand t'es heel, ce que tu veux, c'est foutre le bordel à tel point que tu as une place dans la title picture et pas juste que tu permets à un autre heel qui en fait était sur la voie de la rédemption d'obtenir un title shot. Donc tu devrais être juste pas content de ce que tu as fait puisque ça n'a servi à rien pour toi. Et donc c'est bien, bel et bien Alexa Bliss, heel sur le point de redevenir face à Raw, qui va affronter Bayley, une face que tout le monde souhaitait heel, qui est devenue championne de SmackDown. On va avoir un drôle de match-up, voilà, entre Alexa Bliss et Bayley, même s'il y a du passif entre les deux. Et finalement, c'est ça qui est bien dans l'histoire, mais putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde quand même pour booker un match de First Contender à la WWE. Bah non ouais, écoute, je piche pas trop. Voilà, c'est la même chose. Donc à Raw, on avait Charlotte de SmackDown qui avait rien à faire là, qui vient continuer à fourrer son nez partout là où il n'y a pas besoin pour des histoires de ratings un peu surfaites. Et puis bah là, à SmackDown, on a Alexa Bliss qui n'a rien à faire là, qui se retrouve dans un match First Contender pour le titre de SmackDown et qui le gagne en plus. Donc du coup voilà, on va se retrouver avec Alexa Bliss donc en adversaire de transition, j'imagine, pour Bayley à Stomping Grounds. Mais sauf que du coup, ça veut dire que pareil, encore une fois, je comprends pas pourquoi on se sert d'Alexa Bliss dans ce spot-là. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument... je vois pas ce qu'on cherche à accomplir avec ce chassé-croisé, sachant que, je sais pas, à SmackDown, SmackDown, il y avait déjà Mandy Rose et Sonya Deville, il y avait Liv Morgan qui a été draftée, qu'on n'a toujours pas vu une seule fois. Il y a Ember Moon qui a disparu après avoir été peut-être légèrement mise en avant, mais qui a redisparu. Il y a Buddy Murphy. il y avait du Murphy qui pouvait challenger Bayley éventuellement. Non, mais tu vois, même, je sais plus, il y a quoi? Il y a Mickie James qui est à SmackDown. Enfin, il y a potentiellement plein d'adversaires de transition que tu peux donner à Bayley pour un pay-per-view mineur. Avant d'envoyer l'artillerie lourde, quoi. Avant d'envoyer quelqu'un de Raw
qu'on voit déjà qu'on voit déjà à Raw, qui est déjà impliqué dans d'autres histoires. Enfin non quoi. Donc je sais pas. Je comprends pas ce qu'ils essayent de faire. C'est dans la lignée de tous les autres segments dont on a déjà parlé. Hein. C'est voilà, c'est au final finalement tu te sers peut-être de 20% de ton roster et puis très honnêtement, je me mets à la place d'un mec un peu casual qui regarde du coin de l'œil Raw et SmackDown comme ça sans plus. Je suis sûr qu'il est incapable de dire qui est dans quel roster aujourd'hui hein, au niveau de la division que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs. Hein. Ah Et non, c'est fou. non, c'est fini. Enfin, Ouais. même moi-même, je commence à être complètement perdu. En fait, on oublie qui est dans quel roster. On oublie aussi des champions, Oui. puisqu'il y a Ah des bah. mecs qui sont Oui. les champions de Raw. Je vois passer plein de gens qui disent, mais c'est qui déjà sur les forums du Cash, notamment les gens Ouais. sont en train d'enquêter pour essayer de retrouver qui sont les champions tag team de Raw. Enfin voilà, c'est plein de gens, enfin plein de catcheurs et de catcheuses payent le prix un petit peu de tout ça. Et même nous, en tant que spectateurs, enfin, on commence à être perdus, plus rien n'est clair. On nous bouffe plein de récaps, mais plein de récaps. La preuve en est avec l'intro de SmackDown, puisque Kofi est arrivé, il nous explique que sa vie est devenue complètement ouf à SmackDown, hein, à la WWE depuis qu'il est Ah devenu bah oui. champion à WrestleMania, et que sa mission maintenant, c'est d'inspirer les gens à être meilleurs, à se battre comme il l'a fait. Et du coup, on passe transition avec Kofi au Ghana, qui est revenu sur les terres de son enfance après 26 ans où il est parti. Donc tous les enfants, évidemment, c'est une star. Voilà, donc il fait un gros câlin à sa grand-mère qu'il n'a pas vue depuis 26 ans. Moi, perso, je me dis, est-ce que tu l'aimes vraiment ta grand-mère parce que tu as attendu 26 ans pour retourner au Ghana Ouais. pour la voir, alors que je pense que tu as l'argent pour le faire quand tu veux. Tu as attendu d'être champion et que la WWE te paye le billet pour y aller. Est-ce que tu l'aimes vraiment ta grand-mère? Mais bon, ce serait pas très sympa de ma part de mettre en doute l'amour que porte Kofi pour sa grand-mère. Mais bon, c'est un petit peu bizarre. Peu importe. Ziggler débarque. Il respecte Kofi, il n'y a pas de problème. Et là, ça se balance, hein, c'était ridicule, ça se balance des vidéos package de leur histoire. Je crois que chacun a lancé 2 vidéos package pour dire, bah voilà, moi c'était ça, mon expérience à WWE. Ah oui, et ben moi c'est ça. Donc Ziggler dit, bah voilà, moi je me suis battu et j'ai rien eu en retour. Kofi lui dit, ouais, mais c'est parce qu'à chaque fois, t'es parti, la preuve. Alors, il y a un petit segment où il avait abandonné le titre US, on s'en souvient encore, il y a 1 an et demi. Donc voilà, ça se balance comme ça, les choses à la gueule. Personnellement, je trouve que Ouais. c'est pas mal en fait l'angle qu'il a adopté, parce qu'effectivement Kofi dit, ouais, Ziggler, à chaque fois tu m'as pris mon titre, enfin ton premier titre de Intercontinental, c'est à moi que tu l'as pris, ton premier titre US c'est à moi que tu l'as pris. Donc effectivement il y a un beau parallèle entre ces 2 Ah mid-carders bah ouais, c'est éternels sûr. Hein. qui sont des grands porteurs de ceinture. Je pense que Ziggler et Kofi Kingston, ils sont sur le podium des mecs qui sont le moins souvent sans ceinture. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, excusez-moi, mais c'était carrément hyper méga trop long, quoi. Ça a pris une plombe Ah oui, c'était long. de ouf. Surtout qu'après Owens et Zen sont arrivés, puisque Owens est copain avec Ziggler, même si Ziggler c'est lui qui a les matchs, bon, peu importe. Owens et Sami Zayn, donc Wildcard. Wildcard Rule, c'est ça. Et puis on a un match entre les deux, enfin de tag team entre le New Day et les Canadiens. Et c'est le New Day qui remporte grâce au Trouble in Paradise sur Sami Zayn. Et Ziggler est venu tabasser Kofi après le match. Au moins, là, Kofi a le mérite de rester à SmackDown. Je Oui, pense il a eu que le mérite de rester dans son business, on va dire, genre dans euh, ses affaires courantes, à SmackDown, dans sa rivalité pour vendredi. Il n'a pas débordé. Euh, Écoute, ouais, c'était long, mais c'était bien, voilà. Moi, ça m'a plu, cette ouverture. Je trouvais que les angles adoptés étaient pas mauvais. Les packages vidéo ont bien fait une belle remise en perspective de cette histoire. Voilà, on va pas se voiler la face, c'est vraiment une histoire de circonstances là pour l'occasion. Donc du coup, qu'ils arrivent à en faire un truc un peu historique, un peu à enjeu, un peu avec de l'émotion, je trouve que c'est quand même bien. Donc il y a du boulot. Je trouvais que voilà, le segment était très adapté à un go home show.
C'était une pour moi des réussites, on va dire, un petit peu du faible build-up de Super Showdown. C'était cette dernière petite passe d'armes orale entre les deux hommes et cette remise en perspective de leur histoire commune. Certes un peu longue, mais écoute, pas trop mal. Et puis, on garde Kevin Owens Énorme. et Sami Zayn quand même pas trop loin, parce qu'il va quand même, parce que derrière, après, quand ils vont rentrer d'Arabie Saoudite, il faudra enchaîner. Donc, écoute, dans l'ensemble, j'ai trouvé que ce début de SmackDown était plutôt habile. Pas révolutionnaire ni très, très saisi, enfin voilà, passionnant, mais en tout cas plutôt habile. Lars Sullivan. Lars Moins Sullivan, habile déjà. moins habile, un peu étrange. Qu'est-ce qui se passe, Lars Sullivan? Il a eu des séquences. Hein. À Raw, il s'est fait malmener par la Lucha House Party, où j'ai rêvé. Non. C'est bien ça. Hein. Ils l'ont fait battre en retraite, je crois. Hein. Ouais. Et Vont-ils pouvoir répéter l'exploit de vendredi? Et à SmackDown, il y avait une interview avec Kayla, hein, qui est facilement impressionnable, la pauvre fille. Faut dire, c'est un sacré freak Ouais, qu'elle doit interviewer. D'ailleurs, ce mot-là, freak, visiblement, cause des troubles dans l'esprit de Lars Sullivan, puisqu'il nous explique que depuis qu'il est tout petit, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il fait Kayla, dis mon nom, dis comment, c'est quoi ce mot auquel tu penses? Hein, c'est freak. Elle le dit et ça le rend fou. Il explique un petit peu. C'est assez étrange parce que ça l'a rendu humain tout ce qui s'est passé là, parce qu'il explique voilà, quand un lion regarde sa proie, est-ce qu'on le remet en question, il se fait faire un parallèle avec le monde animal. Lui, il est là pour s'amuser avec ses proies, quoi. Et il explique, à un moment, il raconte un conte, un fairy tale, et il dit, voilà, trois souris aveugles, qui courent. Enfin, c'est difficile en français, je sais pas s'il y a un Ouais, c'est équivalent compliqué. français. Non, il n'y a pas vraiment d'équivalent, Et il mais en fait, explique, voilà, et puis il horrible. tourne ça de façon horrible, où il leur arrache la queue et qui peint un portrait avec leur fluide corporel. On imagine que c'est du sang, quoi. Oui, j'imagine. C'était assez. Donc il y avait une espèce de poésie perturbée, donc dans ce qui émanait de ce corps torturé par par la génétique qui parfois s'amuse, hein, visiblement. Dans un silence de cathédrale, ou alors des gens ou un public qui chantait, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on essaye de faire là avec Lars Sullivan? Est-ce que tu sais, toi? Bah, je sais pas, on essaye de dérailler le train peut-être? Je ne sais pas, parce que clairement, il pourrait pas mieux s'y prendre, je pense. C'était pour moi, c'était une erreur, ce segment à SmackDown. Tu as bien utilisé, enfin, en tout cas, le terme que je comptais employer, à savoir qu'ils l'ont un peu humanisé avec ce début d'interview, et pour moi, c'est juste une erreur. Son personnage, si tant est qu'il est vraiment un personnage, mais en tout cas, voilà, sa gimmick ou son angle d'attaque depuis qu'il est arrivé, c'est d'être un monstre, quoi, un freak qui ne parle pas et qui détruit tout, un monstre de foire complètement difforme, qui est d'une certaine manière assez passionnant à regarder, parce que c'est vrai que il est complètement atypique par son physique et sa gueule, et donc c'est vrai que il a un côté un petit peu old school, voilà, de bête de cirque un petit peu, et je trouve que il y a un créneau à jouer. On en avait parlé la dernière fois que j'avais eu l'opportunité de faire une review de show. Il y a potentiellement une carte à jouer avec ce mec-là, parce que voilà, il a une gueule, quoi. C'est le prototype de la superstar entertainer bigger than life, quoi. Et de vouloir le rendre un peu bizarre, et d'essayer, voilà, de dire, mais qu'il a vécu des sévices, dis mon nom. C'est contre-productif, je trouve. Ce qu'il faudrait faire avec ce mec, c'est juste déjà arrêter de le faire éclater des mouches comme la Loud House Party, et
commencer vraiment à s'en servir dans des vrais programmes. C'est surtout ça qu'il faudrait faire. Mais là, j'ai vraiment pas du tout saisi la volonté derrière le segment de SmackDown. Tandis qu'à Raw, écoute, c'était plus standard. On est dans du booking de Go Home Show 101 où on a un Monster Heel et des faces qui vont s'affronter. Et du coup, on essaye au Go Home Show de faire croire qu'ils ont peut-être une chance, mais bien évidemment, ils n'en auront aucune vendredi. Mais bon, voilà, écoute, c'était du standard. Mais alors, Ça fait vraiment, là, penser à Elephant Man, tu sais. oui, carrément. C'est vraiment ce côté bête de foire et derrière, je suis pas un animal, je suis un être humain. Et tu t'entiches de lui, toi. Donc ça peut être un twist que tu fais, un développement du personnage que tu fais beaucoup plus tard, que tu veux limite beaucoup peut-être plus le tard, faire passer face, toi. Genre derrière le monstre, l'homme, quoi. Se cache un cœur qui bat. Un cœur qui bat, effectivement. Mais là, non, les deux en même temps, ça peut pas marcher. Non, ça ne fonctionne pas. Ils veulent le faire passer pour un psychopathe, mais c'est beaucoup trop de. On se prend beaucoup trop la tête pour un personnage qui doit être très très Mais non, mais simple. qui devrait être ultra monolithique, hein, et c'est pas grave. Hein. Mais non, c'est pas grave du tout, Oui. bordel. Non, Arrêtez de le créneau du psychopathe torturé compliqué, il est déjà pris, et il est déjà très très bien pris par Bray Wyatt. Donc, T'as l'impression qu'ils veulent tous faire ça maintenant, quoi. Des psychopathes torturés. Enfin, l'autre qui attend dans sa cave qu'on vienne toquer à sa porte, c'est pareil, toi. Enfin, les mecs, non, c'est juste viens te battre, arrête de nous faire chier là. ça. Déboutonne ta chemise de geek là. Hein. Bon, allez, on va passer rapidement sur les titres secondaires, hein, les fameux titres secondaires qui ont été pris par Dolph Ziggler à Kofi Kingston. Le titre US d'un côté à Raw, puisque Rey Mysterio est venu rendre son titre, et non pas seulement le rendre vacant, mais le redonner. Alors ça, c'est une première, j'ai l'impression, le redonner à Samoa Joe. Donc Samoa Joe est officiellement un nouveau champion US sans avoir eu à se battre. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est ça. Ok. Bon, écoute. Et du côté de SmackDown, c'est Finn Balor qui est venu interrompre un match entre Andrade et Apollo Crews qui a eu à peine le temps de commencer. Apollo Crews va être si gentiment éclipsé après avoir reçu le finisher au bout de 10 secondes. Balor vient faire le save, c'est la grosse bagarre, mais Zelina Vega provoque une distraction et Andrade ressort fort puisqu'il place son Hammerlock DDT. Donc voilà, on nous book aussi le titre intercontinental. Hein, tout ça, il y aura un match vendredi en Arabie Saoudite entre les deux, je crois, Finn Balor et Andrade, probablement. Tout à fait. Voilà, les titres secondaires qui ont une place très secondaire dans chacun des deux. Oui, clairement, il faut quand même du temps pour il faut du temps pour la wildcard rule et pour faire apparaître toutes les figures de proue sur les deux émissions. Donc du coup, il y a plus beaucoup de temps pour les ceintures secondaires. On parle même pas des ceintures par équipe parce que alors là, c'est encore. Quoi? Bon, allez, on vous parle beaucoup d'Arabie Saoudite, on vous parle beaucoup de Roi du pétrole, puisqu'effectivement, ce vendredi, c'est vendredi, hein, je crois, en plus. Oui, c'est vendredi, absolument. C'est à 19h, je crois, en France. Hein, donc, ouais, ça passe assez. Écoutez, voilà, si vous voulez vous faire une petite soirée apéro. Voilà, prendre l'apéro en terrasse chez vous, pourquoi pas, en mettant ça à la télé, tu mets la télé dehors et puis tu te mets un petit show à 50 millions de dollars, là, ça peut être pas mal. C'est ça qu'il fallait booker surtout, puisque on a eu d'une part Triple H et Randy Orton, gros package vidéo. Triple H, c'est le face-off entre The Game et la Vipère. Triple H a son petit costard, mais il dit attention, c'est pas parce que j'ai mon costard que je vais me battre, quoi. Et puis l'angle était sympa parce qu'il dit bon, écoute, tu sais, je sais, on n'a rien à se dire, qui n'est déjà été dit. Donc vendredi, je viens et je te botte le cul. Alors Anton dit attends, j'ai comme des choses à te dire, bordel. On va essayer de chauffer un peu les gens, quoi, parce que je crois que sinon c'est le pire booking. Même je sais qu'on en a rien à foutre, que grosso modo ils nous ont déjà payé pour venir, donc personne va regarder. C'est juste à part le prince et les gens dans le stade. Il dit moi je suis pas Batista, je suis la Legend Killer, je serais bien content de rajouter
une boucle à ma ceinture, je sais plus comment il dit ça. Oui, si, c'est un trou dans ma ceinture. Trou dans la ceinture, ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, parce que si tu rajoutes des boucles à ta ceinture, Expression. t'as l'air un petit peu con. L'autre quand se dit ah attends, je sais pas si c'est tout de suite qu'il il lui dit ouais enfin voilà, il s'envoie des fleurs Oui, un si, petit peu au voilà. début quand même. Et quand Triple H repart, Orton balance en disant écoute, parce que Triple H a dit t'es pas the one, Pas celui qui va. quoi. Ouais, voilà. Pas celui qui va m'enterrer, parce ils ont tous voulu m'enterrer, mais je suis toujours là, ils sont tous partis. Alors Orton, voilà, qui envoie une dernière petite pique alors que Triple H est en train de repartir. Il lui fait au fait, en repartant, n'oublie pas d'aller rechercher tes couilles dans le sac à main de Stéphanie. Alors Triple H revient. Tu vois, on a parlé de couilles. Franchement, je pense que, juste, genre, je te coupe là, mais je pense qu'à partir de là, je dis pas ça souvent parce que je pars du principe que quand c'est à la télé, c'est scripté, c'est sûr et tout. Mais j'ai quand même vu leur tronche, vu leur sourire et tout, leur gueule. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils étaient un peu en freestyle. Je pense Ouais. Orton, à peine il a sorti la vanne, même pendant qu'il sortait la vanne, il avait ce vieux sourire, le même sourire qu'il avait quand ils avaient fait la réunion de Evolution, tu sais, tu sentais les mecs qui ils s'amusaient, c'était en freestyle. Là, Triple H revient, il a un grand sourire, genre, ok, here we go, on y va. Ok, allez. Et là, il lui fait, effectivement, ce serait une bonne idée parce que tu vois, mes couilles, elles sont tellement énormes que c'est un poids à porter, quoi. C'est ma croix, quoi, à Ouais. porter. C'est difficile. Mais ça, tu peux pas comprendre parce que toi, t'en as pas des couilles, Randy Orton. Et là, il part et il lui balance son micro dans la gueule. Et t'as la musique qui retentit et puis ça se termine comme ça et voilà, le match est bouqué, quoi. Ah putain, c'était quelque chose quand même. Écoute, Ah ouais, moi j'ai au trouvé ça moins très drôle. ils se sont amusés, Ouais, c'est ça, ils ont amusé le public, ils se sont amusés. Surtout que c'est très drôle parce que c'est vrai qu'ils commencent leur promo par dire bon écoute, on va pas faire chier tout le monde pendant 10 minutes à se dire des choses qu'on s'est déjà dit. Et en fait, ils ont fait ça. Ils l'ont quand même fait. Finalement, voilà, la vanne d'Orton, c'est du réchauffé, de chez réchauffé. Mais c'est ça qui est drôle du coup parce que ça c'est mis en perspective avec l'intro. Mais bon, écoute, ouais, j'ai trouvé ça marrant. Moi, quand je regarde des segments comme ça, je vois quand même encore l'écart qu'il y a entre ces monstres, ces Hall of Famer là et le reste du roster à micro en main, quoi. C'est que c'est vrai qu'ils balancent des trucs de gros beaufs et ça vole pas très haut et tout, mais en fait, tu sais que là, pendant 10 minutes, bah, t'as pas envie de zapper ou de faire avance rapide. Tu sais que tu vas triper, quoi, et que tu vas te marrer. Ces gars-là, ils puent le charisme. Et voilà, c'est toujours des petits moments sympas. Donc, écoute, j'ai beaucoup trouvé très drôle cette promo. Et j'ai vraiment envie de croire que le coup de la petite vanne d'Orton qui ramène Triple H, c'est une sorte de petit bonus freestyle pas prévu parce que quand tu vois le sourire sur la tête de Triple H après, ça faisait vraiment genre bon ok allez, vas-y, on s'en envoie 2-3 avant de partir. donc c'était très sympa. Voilà, moi ça m'a un peu hypé pour ce match de vendredi. Il y a un autre match d'icône et de phénomène à hyper pour vendredi. Ça s'est fait en 2 parties. Le Taker est venu une première fois à Raw pour réclamer l'âme de Goldberg et surtout réclamer que Goldberg vienne non pas en tant que père de famille, mais en tant que le légendaire, que mythique Goldberg, the Icon. Hein. Donc, grosso modo, il veut le Goldberg, le combattant, et pas le family man. Et il nous explique que Goldberg is next. Et qui rest in peace forever. Blablabla. Blablabla. Le lendemain, Goldberg arrive, on toque à sa porte. Oui, qu'est-ce qui se passe? On l'accompagne jusqu'au ring. Hein. Bon, déjà, il arrive au ring, il est essoufflé, il n'en peut plus, papy. Donc, micro en main, il nous explique il n'y a pas de problème, mec, j'arrive. Ça va être leur premier match entre les deux. Il va botter le cul tout simplement à Taker et que Taker sera le next to rest in peace. Donc là, on joue avec les catchphrases, on s'emmerde pas. Hein.
On Ah joue bah avec oui, les non. monster passes de Taker et de Goldberg. Et là, c'est pas fini. On a le Don qui retentit. Le Taker apparaît. Il est à 20 cm de Goldberg. C'était très drôle. Goldberg est marrant. Genre, il était derrière. Il fait il est derrière, hein, c'est ça. Il se retourne. Et oui, effectivement, il est derrière. Le Don retentit à nouveau. La magie noire du Taker agit. Il disparaît. Ça fait marrer Goldberg. Et c'est comme ça que se termine Raw, SmackDown et notre résumé de tout ce qui s'est passé. Est-ce que ce match, si on cumule les deux, je crois qu'on arrive, il y a 100 ans. Il y a 100 ans entre les cordes. Il y aura 100 ans entre les cordes C'est beau quand vendredi. même de se dire Les ça. deux ont Je trouve au que moins 50 ans, ça c'est sûr. Donc c'est beau de dire qu'il y a un siècle presque de catch qui nous contemple Et et que nous ouais. contemplons. Attends, Goldberg, c'est 52 Taker, c'est et 54, 55. 54. Ah ouais. Ouais, c'est fort. Hein. Et c'est fou, il n'a que 2 ans de moins, hein, Goldberg. Ah Ou ouais, c'est Taker n'a dingue. que 2 ans de plus. Ouais, on peut voir ça comme ça aussi. Bon, ils sont venus, ils ont parlé, ils sont repartis. Ouais, ils sont venus, ils ont parlé. Bon, écoute, ça. J'espère juste qu'ils feront le minimum, quoi. Tu vois, genre ils garderont le truc au minimum, un petit peu d'artifice, nostalgie, tout ça, mais qui se perdront pas dans un exercice qui est plus pour eux d'un match de, je sais pas, d'un match de plus d'un quart d'heure avec un festival de kick-out et des mecs qui galèrent à se relever et tout. Aller à l'essentiel, un petit old school, un tombstone, des spears, des jackhammers, des machins, et puis on n'en parle plus. Torchez-moi ça en 8 minutes, ce sera très bien. Mais bon, ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas une affiche, moi en tout cas, qui m'avait frustré de ne pas l'avoir vue fut un temps, à leur paroxysme respectif. Donc, Effectivement. Premier et dernier match entre les deux, mais c'est pas forcément un événement immanquable. non. Ça se passera là-bas, ça durera. Les entrées dureront plus longtemps que le match, évidemment, et tout le monde sera content d'avoir vu 2-3 signatures moves. Ouais, j'espère. On fera après. Les problèmes sont ailleurs, on va dire. Les problèmes sont ailleurs. D'ailleurs, c'est l'heure de la sentence, hein, puisque l'heure du mot de la fin. Giscal, après tout ce mal et un peu de bien, quand même, on a dit sur Raw et SmackDown. Quel est ton flop, ton top et ta note pour Raw tout d'abord? Alors, pas du tout préparé que je que je réfléchisse. Un bon ma flop, note, là. un bon gros flop, moi qui m'a fait chier à Raw. Fondamentalement à Raw, pas énormément de trucs qui m'ont saoulé. Je dirais la présence de Charlotte dans le segment féminin, on en a parlé, qui vraiment m'a agacé parce que Lacey Evans, j'y crois de plus en plus. Je trouve qu'elle fait vraiment. Enfin, c'est pas évident ce qu'on lui demande de faire parce qu'on l'a quand même un peu propulsé dans la lumière juste après WrestleMania, dans les pattes de Becky Lynch, qui était chaude comme la braise et qui sortait d'un truc absolument historique. C'est presque impossible de passer derrière ça. Et je trouve que Lacey Evans fait plus que tenir la comparaison. Elle s'est vraiment forgée un vrai personnage dans lequel je pense qu'on peut capitaliser pour l'avenir. Et de voir que le management se sent presque obligé de continuer à lui coller Charlotte dans les pattes. Vraiment, je trouve ça triste, quoi. Donc c'était mon flop de l'émission. Et écoute, mon top, c'est impossible de pas le donner. On en a parlé à cette vidéo exceptionnelle de fitness de Bray Wyatt qui m'a fait mourir de rire. Mais dans l'ensemble, ce Raw, j'ai trouvé qu'il y avait globalement, voilà, on a fait un peu un chassé-croisé entre les deux émissions, mais je trouvais qu'il y avait plutôt des bons moments, hormis voilà, cette histoire avec les filles et peut-être ce Shane McMahon, Roman Reigns interminable là. Dans l'ensemble, le Go Show était plutôt efficace, donc j'avais mis un 3 à Raw. Donc 3 sur 5, voilà. Je sais pas si tu veux continuer sur SmackDown ou tu parles de Raw. Non, on va parler. Je donnais moi mon avis Ouais. sur ce Raw, effectivement. Alors, moi,
Mon flop, t'en as parlé, c'est la présence de Shane et de Roman Reigns à rôle, ouverture et tout ça. On en a suffisamment parlé. C'était assez craignos. Et je mettrais mon top à Brock Lesnar. Ouais. Qui fait qui a un angle, qui gère très bien sa mallette et qui est plutôt bien foutu. J'ai bien aimé le fait qu'il n'encaisse pas sa mallette. Je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un ne pas encaisser sa mallette alors que, il y avait plus qu'à se coucher pour ramasser, quoi. D'habitude, les mecs n'arrivent pas à encaisser leur mallette, mais ils essayent quand même. Là, c'est juste le mec, non, il veut pas le faire. Il a bien raison. Donc, je trouve que c'est plutôt bien géré. Et ma note, c'était quand même pas génial, mais bon, comme tu dis, on a pas mal booké ce qui va se passer pour vendredi. Donc, ça reste un gomme chaud, faut pas l'oublier. Moi, je vais me mettre un 2,25 à cet épisode qui était, qui a eu quelques petits moments, des bonnes fulgurances, quoi. Hein. Triple H Shorten, par exemple, c'était plutôt bien fandard. Ouais. On passe du côté de SmackDown. Alors, ton flop, ton top et ta note pour le cheveu. SmackDown, c'était plus SmackDown que j'avais envie de sanctionner, moi, cette semaine, parce que j'ai vraiment eu le sentiment de regarder... vraiment, là, voilà, je trouve qu'on est revenu à la sale époque du Bichot, où la terre des opportunités, c'est terminé. L'identité de SmackDown n'existe plus. C'est un show de récap de la veille et de prolongement de segments de Raw. Et donc, ça m'a gonflé. Donc, déjà, ma note, je peux tout de suite la donner. J'avais mis 1,5, je crois. J'ai pas du tout kiffé ce SmackDown. Pour tout un tas de raisons dont on a parlé. Trop encore une fois, du Shane McMahon, Alexa Bliss qui n'a rien à faire là et qui s'octroie un title shot vraiment bizarre. Lars Sullivan, c'est complètement à côté de la plaque. Il y a plein de gens qui manquent, qui devraient apparaître. Les champions tag team sont pas là. Je sais pas, le titre intercontinental est relégué à un angle de 2 minutes. Donc ça m'a pas plu. Le top, bah écoute, le seul petit truc que j'ai trouvé sympa quand même cette semaine à SmackDown, c'était peut-être certes un peu longue, mais cette intro. Voilà, ils ont fait le café pour booker Kofi Dolph Ziggler. Le café pour booker Kofi, c'est pas mal ça. Voilà. C'était efficace, c'était ce qu'on attend d'un Go-Home Show et ça donne envie quand même de voir un ultime épisode entre deux mecs qui ont quand même énormément d'histoire. Donc je trouvais que l'angle utilisé était plutôt bien. Et puis le flop, il y en avait un paquet. Je vais pas tirer sur l'ambulance Lars Sullivan, mais je vais rester sur les segments féminins. Je trouve vraiment, vraiment très, très dommageable d'utiliser Alexa Bliss comme adversaire contre Bayley quand on a le roster qu'on a. Et je trouve ce choix curieux et pas très intelligent. Voilà. Eh ben écoute, moi c'est pareil. Hein. J'ai très envie de taper sur SmackDown et à raison. Pour moi, comme tu dis, les flops, mais il y en a tellement les flops. C'était assez affligeant. Mon flop, je le donnerais. Plouf. Ouais, c'est un peu ça. Effectivement, je vais le donner à Lars Sullivan. Moi, je vais tirer sur l'ambulance. Allez. Sur cette séquence qui était quand même assez naze. On en a suffisamment parlé. Mais en plus, ça me l'a rendu sympathique parce que c'est probablement un des Monster Men les plus littéraires et qui a peut-être le plus de talent au micro potentiel. Mais sauf qu'il fallait pas le dévoiler ce soir-là. Mon top, je suis obligé de le donner comme toi parce que c'est la seule chose c'est le seul truc que j'ai aimé dans cet épisode, quoi. Le seul truc que j'ai aimé dans cet épisode, c'est la passe d'armes entre Ziggler et Kofi Kingston. Ziggler qui a quand même un certain talent, il faut le reconnaître, pour donner de l'intensité à des rivalités. Alors, je vais pas dire que c'est de la mid-card, c'est pour le titre, mais on en est un petit peu là, malheureusement. Oui. L'intensité dans ces rivalités, on se souvient de celle avec le Miz, il y a toujours un côté très vrai.
le mec donne ses tripes à chaque fois, et là, je trouve qu'à chaque fois, il arrive à trouver une petite variation sur le thème de son personnage, et j'ai trouvé que c'était pas mal, comme tu dis. Peut-être ça va être le seul match qui me tente vraiment pour vendredi, de voir un petit peu cette passe d'armes entre ces éternels mid-carders qui sont un peu la moelle épinière de la WWE depuis 15 ans. Donc je trouvais ça pas mal. Et alors là, par contre, ma note c'est 0,5. Oh là! Ah oui, je Ah ouais, pensais ouais. pas. Ah ouais, non. C'était une honte, cet épisode, pour moi. C'est vraiment... En fait, il y a que ça. Il y a que ça que j'ai aimé. Alors, tu pourrais me parler du... J'ai bien rigolé quand il y a eu R-Truth, mais à Ouais, part mais ça... on l'a déjà vu la veille, Ouais, c'est R-Truth, ça. c'est ça le Tout le problème, reste, c'est que enfin, pour moi, tout le reste, c'était mauvais, quoi. Tout le reste, c'était ouais, mauvais. Il y a eu que des on a erreurs de fait, en fait. Donc ouais. voilà, je le mets 0,5. Je vais pas mettre 0 parce qu'il faut savoir reconnaître les 2-3 éclairs de lueur d'espoir qu'il y a eu, mais c'était un très 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 mauvais épisode, et j'ai mal à mon SmackDown, comme on dit. Ça me fait Ah mal. bah, oui, Ça oui, fait je pense 3 que ans qu'on review le malheureusement, show bleu, que Giscal, toi tu le sais, hein, toi et moi, on est les défenseurs du show bleu. On a créé le supplément SmackDown pour ouais. montrer que le B-Show était un e-show, et on en est là à fusionner les analyses. On en est là à dire qu'en fait, bah non, on est retour à la case départ. Ouais, hein, parce que très honnêtement, si on devait faire une review de SmackDown, je pense elle durerait 10 minutes, hein, parce que inutile de parler de Shane McMahon et de Roman Reigns, puisqu'on avait déjà tout dit la veille. Inutile de reparler des replays de Seth Rollins qui se fait botter le cul, de Triple H Orton, de Goldberg qui vient avec le Taker, mais le Taker on l'a déjà vu la veille. La Firefly Funhouse qui nous repasse toujours en replay. Alexa Bliss et Charlotte, on les a déjà vus la veille. Enfin, c'est dingue, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est fou, quoi. Il y avait rien, en fait, à part cette L'inventaire est info. cruel et dur. Une fois que tu fais le breakdown, tu dis, bah en fait, il y a eu ça, ça, ça. Et là, tu dis, ah ouais, Non, c'est il s'est dur, rien quoi. passé, quoi. Il Ouais. s'est rien passé. Il y a rien. Bon, bah écoute, j'espère que les jours meilleurs nous attendent, même si ils commencent vraiment à nous faire douter. Ouais, ça me fait Euh, peur, hein, SmackDown. ouais, j'ai peur de SmackDown. J'ai peur. Bon, on verra ce qui se passera en tout cas. N'oubliez pas, vendredi 19h, c'est apéro. Apéro devant le Super Showdown. Et donc, on vous souhaite du coup à toutes et à tous un bon week-end plein de catch. N'oubliez pas, pour nous suivre, pour suivre Catch Shot, c'est très simple. En audio, c'est iTunes, c'est PodCloud, c'est Spotify. En vidéo, c'est YouTube. N'oubliez pas, n'hésitez pas à nous balancer vos commentaires sur la vidéo, à nous dire si vous avez aimé ou pas ce double gomme show. Quelle note vous leur donnez? Est-ce que vous pensez que les couilles de Triple H sont trop grosses pour entrer dans le sac à main de Stéphanie? Peut-être qu'elle a un petit sac à main, peut-être. Ouais, ouais, peut-être, tout simplement. Peut-être qu'il a vraiment des grosses couilles. Peut-être qu'il a Peut-être que vraiment les des deux grosses sont couilles. vrais, hein, à savoir. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre Discord. Le lien est dans la description. Je te remercie, Giscard, d'être prêté à ce jeu de la Wildcard Podcast Rules. Ah bah écoute, c'était un plaisir. Merci d'avoir réussi à animer ce chassé-croisé de Wildcard. Un peu le bordel, hein. Je me rends compte que c'est un exercice qui était pas facile de regrouper Ouais. tout ça, alors que pourtant ils se donnent de la peine à Eh rendre oui, les hein. choses simples, en disant bah regardez, c'est simple, c'est la C'est même simple, chose. voilà. Et là on essaye encore de trouver le truc, de dire bah attends, il y a quand même des Eh, choses attends, il s'est quand même différentes. passé des trucs là. Ouais, puis en fait, bon, peut-être pas. Allez, un week-end évidemment. On vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, salut. Allez, ciao tout le monde. On va avoir mon Deliveroo qui arrive, mais j'essaierai d'être le plus discret possible.